à tous, dans ce nouveau débrief, l'État du Sénégal a adopté ce 6 juin au Conseil des ministres le projet de loi sur la modernisation des Daara. Et bientôt, les parlementaires devront se pencher là-dessus. Mais en attendant, votre émission s'intéresse au processus car sachez qu'au Sénégal, au moins un tiers des enfants fréquentent les Daara selon l'Institut de recherche pour le développement. Et l'État s'est donné comme objectif la mise en place d'une passerelle entre l'école publique et les Daara en instaurant un cursus pédagogique sur 8 ans combinant apprentissage du Coran et acquisition des compétences élémentaires, des programmes du CP au CM2 entre autres. Et pour nos invités, nous sommes avec Abdourahmane Kand qui est chef de division partenariat et communication de l'inspection des Daara. Merci M. Kand. Merci, bonjour Aminata. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, c'est un grand plaisir de venir participer à cette émission. Je salue vos téléspectateurs et téléspectatrices et également mon ami, mon collègue qui est là, M. Pouy. Voilà, et avec lui, comme vient de le dire, nous sommes avec Imam Biram Pouy qui est ingénieur en informatique, mais il est aussi un pur produit des Daara. Nous allons parler ensemble de ses expériences. Merci Aminata, merci M. Kende. Ça fait un plaisir de partager avec vous ce plateau. On va parler du Coran, on va parler, n'est-ce pas, de la vie, donc c'est déjà bien. Alors, M. Kende, comment se porte, quel est l'état actuel des Daara au Sénégal? Merci. L'état actuel des Daara au Sénégal, comme vous le savez, les Daara, la plupart des Daara sont dans des conditions difficiles, précaires, et c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal s'est engagé à moderniser les Daara et à les intégrer dans le système éducatif sénégalais. Et je dois rappeler aussi que le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, s'est engagé à assurer aux apprenants une éducation inclusive et équitable de qualité pour tous et promouvoir également des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Et cet engagement s'est traduit dans l'article 8 de la Constitution du Sénégal qui garantit l'éducation ou le droit à l'éducation pour tous les citoyens sénégalais. Alors, pour mettre en œuvre cette obligation constitutionnelle, l'État du Sénégal développe et encourage la politique de diversification d'offres éducatives dans le domaine des Daara. Donc pour dire aujourd'hui que les Daara sont bien partis pour être intégrés dans le système éducatif. Et aussi ajouter que la loi 2004-37 du 15 décembre 2004 modifiant et complétant la loi 91-22 du 16 février 91, introduit l'éducation religieuse et fixe l'obligation scolaire de 10 ans. Ce principe également est repris par la lettre de politique sectorielle de l'éducation et de la formation, en fait, qui cherche à promouvoir une éducation ou bien à promouvoir une politique plus hardie de modernisation des Daara, avec un appui financier, avec des infrastructures et des équipements adaptés, avec des curricula pertinents, mais aussi la formation efficace des acteurs. Ça, par ailleurs, une prise en charge nutritionnelle et hygiénique des enfants. Oui, parce qu'il y a un programme en charge la modernisation des Daara. Voilà, nous allons y revenir. Nous avons tout ce pur produit déjà des Daara. Parlez-nous un peu de vos expériences. Voilà, merci pour cette question. Et je pense que maintenant, si on parle des Daara à la télé, si on parle des Daara, n'est-ce pas, à l'espace public, c'est déjà un très bon signe. Nous sommes issus des Daara. Je tiens à préciser que déjà le terme Daara, c'est un terme arabe. Souvent on l'utilise parce que c'était très normal. Souvent on utilise Daïra pour tout ce qui est les familles religieuses, les confréries, on va dire Daïra. Tout ce qui est école coranique, on va dire Dara. Mais c'est le même terme. Les gens se retrouvent en cercle, n'est-ce pas, pour apprendre, n'est-ce pas. Nous, autant, présents à Saint-Louis, c'était ça qui était naturel. Vous vous rappelez, avant même l'avènement, n'est-ce pas, d'une république sénégalaise, n'est-ce pas, il y avait déjà le colon qui était là. Donc lui, il vient, il dit que non, les gens vont apprendre le français. Et moi, en tant que colon qui vient quelque part, les gens vont apprendre ma langue. Et moi, je ne suis pas musulman, donc je vais instaurer un système laïque. Autant il y avait des gens qui étaient là, des gens musulmans,
Sénégalais qui étaient là, qui apprenaient le Coran, mais ils ne se sont jamais retrouvés. Et donc il y avait ce problème déjà. C'est pourquoi maintenant on est en train de penser d'intégrer. Non, c'est le contraire. Nous on était là, on avait notre système qui marchait. Le blanc il est là, il est venu. Et lui, il a changé le système éducatif. Par rapport à ses intérêts. Bien sûr. Et le chef religieux n'a jamais voulu accepter ça. L'imam n'a jamais voulu accepter ça. Et d'ailleurs, c'est le cas de Touba. C'est très difficile de trouver l'école française là-bas parce qu'il y avait des antécédents. Donc à Saint-Louis, la solution qu'on avait, nous, l'information de base qu'on avait et la chance qu'on avait, il y avait les deux systèmes qui étaient là. Le système d'art standard traditionnel qui était là à Saint-Louis et le système école laïque comme vous le connaissez très bien. Et vous, si je ne me trompe pas, étant enfant, vous étiez déjà au Dara. J'aimerais savoir comment se passait l'apprentissage. Voilà, donc nous, ce qu'on faisait, il y a deux systèmes aussi. Il y a internat, bon, je l'ai même dit 3, internat, externat et semi-internat. Nous, ce qu'on faisait, on passe toute la journée au Dara, la nuit, n'est-ce pas, j'étais chez moi, bien chez mes parents. Donc c'était comme ça. Comment ça se faisait? C'était le système oral. Donc, souvent les gens disent qu'il n'y a pas de pédagogie dans le traditionnel. Non. Les gens qui mémorisent le Coran, qui est composé de combien de lettres, combien de versets, plus de 6600 versets, tu le mémorises correctement, qui n'est pas une langue, n'est-ce pas, une langue naturelle que vous connaissez naturellement. Le système pédagogique utilisé, c'est un très bon système. Les gens sont devenus ingénieurs, les gens sont devenus de grands commerçants par le biais de ce système. Donc, mieux vaut comprendre le système, l'adapter que de dénigrer le système. Parce qu'à ce qu'il paraît, le Coran, l'école coranique, ça éveille même l'enfant. Voilà. Et ça l'aide beaucoup par rapport à son cursus. Non, même je dis, moi je suis l'exemple. Par exemple, quand j'étais au Dara, d'abord il faut mémoriser le Coran, n'est-ce pas? Il y a des systèmes de mémorisation. Et en mémorisant le Coran, facilement, tu crées des connexions, des neurones. C'est-à-dire, puisque vous créez des connexions dans vos neurones, vous créez ce qu'on appelle l'intelligence. C'est pourquoi moi, j'ai fait les études mathématiques. Parce qu'on avait dit que les maths étaient plus compliqués. Nous, au Dara, les maths étaient très faciles. Oui. N'est-ce pas? Après, à l'université, on disait que faire sciences appliquées et technologie était plus compliqué. On a fait sciences appliquées et technologie. Devenir ingénieur était plus compliqué. Ça, nous, tout notre cursus, on faisait que ce qui était compliqué alors qu'il n'était pas compliqué. Il était compliqué à l'autre qui n'a pas cette bonne formation, bien formation de base de Dara. Nous, qu'on avait ça. Donc on apprenait une autre langue à Bajas, l'arabe, qui était un peu compliqué, qui est un peu loin du Wolof, du Sédou, du Toucouleur. On l'adoptait. Et finalement, quand le français était là, c'était très facile, n'est-ce pas, de parler cette langue qui n'est pas très compliquée et que les gens pensent très compliquée, qui pensent que c'est cette langue qui gère cette vie. Ah non, j'ai des regrets. Alors, M. Ken, le Dara a ses avantages par rapport à cet éveil même de l'enfant en tant que tel. Mais vous qui êtes sur le terrain, vous qui allez pour faire des inspections et tout ce qui va avec, quel est ce constat que vous faites sur le terrain par rapport à la prise en charge de l'enfant au sein de ces institutions? Oui, tout à fait. C'est important de le soulever. Les Dara ont toujours formé des érudits. Les Dara ont formé des intellectuels, ont formé des personnalités dans ce pays. Tous les produits de Dara aujourd'hui au Sénégal, on peut les voir, on peut les citer, mais c'est des gens de qualité, des gens qui participent au développement de ce pays. Ça montre alors que le Dara est une institution non seulement qui prépare l'enfant à la mémorisation du Coran, mais aussi qui permet à l'enfant d'acquérir des compétences de base qui lui permettent de continuer et de s'insérer dans la société. Donc le Dara, véritablement, est une institution vraiment qui doit être valorisée, qui doit être soutenue, appuyée, pour que les enfants qui sont dans le Dara là, en fait, puissent bénéficier d'un environnement physique, un cadre physique optimal, mais aussi pour recevoir des enseignements apprentissages de qualité. Ce qui est très important. Ce qui est très important. Et nous, au ministère de l'Éducation nationale, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Aujourd'hui, notre mission principale, c'est de moderniser les Dara et de les intégrer dans le système éducatif sénégalais. Nous sommes dans le processus. Comme vous le savez, la modernisation des Dara, ce n'est pas une chose qu'on peut réussir tout de suite. Mais c'est un processus de transformation qualitative et quantitative des Dara. Et vu cette modernisation dont on parle, c'est vrai que c'est un sujet qui date pas de maintenant, mais pensez-vous par rapport aux réalités sociaux et même aux réalités traditionnelles du pays, cela sera une chose aisée? Pas facile, parce que les Dara ont longtemps été laissés en rade, ont longtemps laissés à eux-mêmes. Alors, ce ne sera pas facile
de réformer ou d'implanter une réforme. Parce qu'une réforme, comme je le dis tantôt, ce n'est pas seulement un changement de comportement, mais aussi c'est une démarche de résolution de problèmes. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans les daras. Ils sont dans un dénuement total, parce que la plupart. Ils sont dans une situation précaire. Et aussi, il y a une insuffisance de la prise en charge un peu de ces apprenants qui sont dans les daras. Ce qui pousse certains mères coraniques à certaines pratiques. Maintenant, il faut inverser la tendance. Mais pour inverser la tendance, il s'agira notamment d'une transition. Mais sera-t-elle facile par rapport aux réalités du terrain? Bon, aujourd'hui... Parce que les daras, ils ont un mode de fonctionnement très différent. Effectivement, un mode de fonctionnement très différent du mode de fonctionnement de l'école formelle. Mais aujourd'hui, la modération des daras, ce n'est pas une création de l'État. Parce que dans le domaine des daras, l'État n'est pas initiateur. C'est le seul sous-secteur où l'État n'est pas initiateur. L'État a trouvé les daras. Les daras eux-mêmes ont commencé à se moderniser. Aujourd'hui, il y a des daras qui sont beaucoup plus formels que les écoles classiques. Ouais, donc ça veut dire que c'est un processus. C'est pas facile. Mais petit à petit, quand même, les daras vont quand même s'intégrer, vont moderniser leur structure avec la création des daras modernes qu'on constate à Touba, à Dakar, dans les grandes villes. Donc ce processus-là, quand même important de le souligner, on peut toujours compter sur les bonnes volontés, sur l'engagement des maîtres coraniques, sur l'engagement des borom daras et des chefs religieux pour réussir cette politique de modernisation des daras. Alors, ce processus sera-t-il facile selon vous, cette transition? Bon, déjà, on peut saluer en tout cas les pas que l'État est en train de faire. C'est très saluant parce que c'est vrai que les daras n'ont jamais attendu, n'est-ce pas, l'aide de qui que ce soit. C'est-à-dire, si ça vient, c'est bon, mais si ça ne vient pas, c'est-à-dire les gens sont déjà motivés parce qu'ils savent qu'ils sont religieux, ils sont musulmans, ils doivent maîtriser ce livre. Donc, ils n'ont pas le choix. En fait, c'est plus profond que moderniser. Toi qui parles de moderniser, tu penses quoi? Tu penses à la structure, c'est-à-dire tu penses au bâtiment, à l'hygiène, c'est vrai. Ce sont, n'est-ce pas, des réflexes que l'homme naturellement a besoin quelque part pour vivre correctement. Mais c'est au-delà de tout ça. Et c'est vrai, M. Ken vient de le souligner, maintenant les daras sont très modernes. Les gens, quand ils parlent de modernisation des daras, les daras maintenant sont modernes. C'est vrai, il y a un nombre de daras non négligeable qui n'est pas encore, n'est-ce pas, au niveau de certains, mais il y a certains daras qui sont très modernes, n'est-ce pas, où il y a tout, il y a l'informatique, il y a tout, les gens développent des logiciels. Je vous dis par exemple, le dara de Fass Touré, quand on nous appelle pour intervenir, quand on parle de VB, n'est-ce pas, visuel basique, un langage informatique très poussé, on le fait dans le dara, alors qu'il y a même des écoles classiques françaises qui, il faut avoir le bac pour faire l'informatique. Là, il faut avoir une idée, c'est quoi moderniser. C'est vrai, l'État en tant que responsable, l'autorité suprême de ce pays, doit aussi comprendre les besoins, n'est-ce pas, de ces populations. Et les gens ont voulu maintenant participer à cette modernisation. Maintenant, le processus, ça ne va pas être facile. Pourquoi? Parce que les gens sont réticents. Ils pensent que naturellement, quand vous venez, parce que toi, tu dis, moi, je suis des daras, j'ai appris le Coran correctement, j'ai appris l'arabe, j'ai appris le français, j'ai vécu correctement, j'ai pas de problème. Mais pourquoi l'autre, il vient? Voilà, pour eux, la langue occidentale est une menace. Voilà, c'est une menace. Surtout une mauvaise influence. L'enfant, naturellement, qui commence à parler le français très tôt, parce qu'ils sont des jugements, c'est vrai. Ça peut ne pas même, voilà, c'est vrai que parfois, c'est pas tout le temps, quand tu parles français, tu es français. La langue, c'est seulement un outil de communication. Vous voyez, maintenant, tu sais, autant, c'est que le gouvernement a tardé à réagir. Ils n'ont jamais considéré l'arabe comme une langue officielle. Soit c'est le français qui est une langue officielle, ou bien le wolof qui est une langue nationale. Alors que je le répète, le Sénégal est un pays laïque. Voilà. Et maintenant, laïque, qui a décrété ça? Et c'est dommage. On parle de ce pays est laïque, on dit 95% musulmans. Et c'est quoi la définition du monde, n'est-ce pas, de ce terme laïque? Laïque, c'est accepter toutes les religions, ou bien laïcité, c'est on vit sans religion. Même les gens n'ont pas cette bonne définition. Voilà. Nous, en tant que Sénégalais, en tant que musulmans, on peut vivre avec notre religion.
n'est-ce pas, vivre avec le Coran et maintenant faire de ce monde un monde, n'est-ce pas, convivial, n'est-ce pas. Et là, je pense que c'est possible. Maintenant, le processus pour répondre à cette question, il faut en tout cas l'intégration de tout le monde. Et d'ailleurs, nous saluons vraiment, maintenant l'État, il a vraiment compris, d'où l'intégration des chefs religieux. Il y a ce qu'on appelle l'Ittihad, ce qu'on appelle la Fédération nationale n'est-ce pas, des associations des médecins du Sénégal, qui le secrétaire général est Adam Seck et le président Moustapha Lo. Je travaille avec eux dans le cadre du récital Coran de Sénico. Avec lequel nous serons par ailleurs dans cette seconde partie. Voilà, alhamdulillah. Donc, le fait d'intégrer, n'est-ce pas, tout ce monde avec les chefs religieux, les gens, n'est-ce pas, les chefs religieux qui maîtrisent le Coran et qui vivent avec le Coran. Ces gens-là, l'État a commencé à intégrer tout ce monde-là. Autant il y avait des réserves, mais je pense qu'avec l'adoption, n'est-ce pas, du gouvernement, je pense qu'on est vraiment sur le bon chemin. Maintenant, ça va pas être vraiment facile, parce que c'est depuis l'Antiquité que les gens n'ont pas voulu accepter d'intégrer les dards dans le système de Sénégal. Alors, Monsieur Kane, j'ai vu déjà dans votre présentation que vous êtes chargé non seulement de la communication, mais des partenariats. Dites-moi, quel genre de partenariat vous nouez avec les daras? Oui, nous avons un partenariat très solide avec les daras, en passant d'abord par la Fédération nationale des maîtres coraniques. Aujourd'hui, nous, en tant qu'institution, nous avons aidé le collectif des daras modernes à s'installer dans les régions. Avec l'appui des inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation et de la formation, aujourd'hui, nous avons réussi à aider les maîtres coraniques à s'organiser dans le cadre de collectifs et de fédérations. Le collectif, je crois, est né en 2011. Aujourd'hui, c'est une fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal. Il y a également le collectif des daras modernes, qui autant s'appelait le collectif national des daras du trilinguisme et de la formation professionnelle. Ces deux collectifs-là ont signé un accord cadre pour la promotion des écoles coraniques le 1er décembre 2010. C'était pour la première fois dans l'histoire du Sénégal quand même que l'État a noué un partenariat avec ces maîtres coraniques-là pour s'accorder sur ce qu'est un dara, sur les conditions d'ouverture de dara et les conditions d'appui et de reconnaissance des daras. C'est vrai que pour le premier projet qui avait déjà été adopté, il s'est heurté malheureusement à la... bon, je ne dirais pas, ça a été un peu sensible. Les maîtres coraniques se sont opposés vivement à ce projet de loi-là. Un consensus a été trouvé avec tous les acteurs. Ça, par ailleurs, nous allons y revenir dans la seconde partie. Mais par rapport au cadre formel et juridique des daras, surtout, c'est cette formalité qui s'oppose assez souvent. Oui, vous savez, avec les daras, c'est vrai, le consensus que nous avons obtenu aujourd'hui, en fait, c'est l'aboutissement d'un long processus. Comme je l'ai dit tantôt, il y avait déjà l'accord cadre qui a été signé depuis 2010. Mais le projet de loi portant le statut des daras a commencé à être élaboré en 2010, mai 2010. Et dans cette élaboration, il y avait les maîtres coraniques, des experts de l'éducation, des avocats et des juristes. Et qu'est-ce qui est sorti de cette concertation? Cette concertation a permis d'aller vers des années de partage et de finalisation de ce projet de loi. D'abord, en 2013, le ministre de l'Éducation avait demandé qu'on partage ce document, ce texte, avec les députés et les acteurs et les partenaires. On a tenu 2 ateliers de partage pour faciliter l'adoption de ces projets de texte au niveau de l'Assemblée nationale. À l'issue de ces assises de partage, on a validé techniquement et socialement ce projet de loi. Et sur instruction du président de la République, le ministre de l'Éducation nationale a fait des tournées auprès des chefs religieux pour présenter le projet de texte. Maintenant, il y a eu des difficultés parce qu'une frange des maîtres coraniques se sont rebellés un peu et se sont dit non, ils n'ont pas été suffisamment impliqués. Donc à la fin, ils devaient être impliqués dans tout, en amont et en aval. Mais fallait-il pas mieux les expliquer, les tenants et les aboutissants, pour qu'ils puissent mieux s'imprégner quand même de ce projet de loi? Maintenant, cette étape est dépassée. Parce que tout simplement, on est resté 2 ans à écouter les maîtres coraniques. On est resté 2 ans pour les permettre d'étudier encore le texte,
d'apporter des propositions d'amélioration. Ce qu'ils ont fait. On attendait par exemple les propositions de la Fédération nationale qui s'étaient opposées au début. D'accord. Alors ils ont démultiplié le texte, ils l'ont partagé dans toutes les régions et ils sont revenus avec leur amendement. On a tenu 2 ateliers d'intégration de ces propositions d'amélioration-là. Ce qui a abouti à la dernière mouture du projet de loi qui a été présenté au Premier ministre. Alors, pour terminer rapidement, vous déjà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui a été dit par M. Kent? Vous, par rapport à vos expériences, et toujours, comme vous le dites, vous côtoyez toujours les Dara, mais par rapport à la situation actuelle, quel est votre regard sur tout cela? Bon, un regard, comment dirais-je, optimiste quand même. Je pense que depuis quelque temps, quand même, l'État est en train de faire des efforts et en tout cas, il est en train vraiment d'écouter, n'est-ce pas, l'avis de l'autre, n'est-ce pas, les principaux acteurs que sont les maîtres coraniques. C'est vrai, c'est pas très évident, les gens n'ont pas assez d'informations et assez de niveau. Et les gens souvent n'ont pas tout le temps envie, n'est-ce pas, de laisser ce qu'ils avaient. Ça, c'est un problème africain. Les gens sont naturellement conservateurs, les gens voudraient qu'on les aide, mais il ne faut pas créer les conditions pour recevoir cette aide. Ça, mais quand même, je pense qu'avec cette loi, une fois validée à l'Assemblée, je pense que ça va soulager tout le monde. Quels seraient les avantages selon vous? Premièrement, c'est la reconnaissance, parce que quand tu es dans une école coranique entre griffes, c'est là-bas que tu as mémorisé le Coran, on te dit que c'est une école informelle. Là, personne ne voudrait qu'on appelle son école une école informelle. Alors qu'il y en a même qui ont des bacs arabes et qui poursuivent leurs études en arabe, mais qui, malheureusement ne sont pas reconnus dans le système. Ce qui devrait ne pas être le cas, vu que, je le répète encore, le Sénégal est un pays laïque, il devrait être pris au même titre que les autres qui sont dans les écoles publiques. Voilà, c'est ça que je dis. C'est-à-dire, quand on parle de laïcité, c'était une laïcité, en tout cas orientée par le colon. Il faut comprendre ça. Les gens n'ont jamais voulu accepter le Coran ni l'arabe. Autant. Maintenant, avec, n'est-ce pas, M. Abdelrahman Kendi, qui est un bon musulman, son père est musulman, l'État sénégalais, n'est-ce pas, est presque composé que de musulmans, les gens sont conscients, ils sont des Sénégalais, et que l'autre, ils savent que maintenant, le Sénégal est plus large et plus, voilà, que le colon qui était là, qui était un dictateur. Maintenant, on est en train vraiment de comprendre tout le monde, de prendre en charge le besoin de tout le monde. Et je pense que, en tout cas, on est très confiants. Je pense que l'avantage, c'est qu'on va reconnaître les Dara. Aussi, eux, ils parlent de modernité, de modernisation. On va les attendre, ce qu'ils vont proposer. Nous, on est déjà modernes depuis. Alors, et vous, de votre côté, pour terminer rapidement, qu'est-ce que vous proposez dans l'immédiat? Oui, comme vous le savez bien, en fait, ce projet de loi, d'abord, règle beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Mais vous, votre proposition, déjà, par rapport à l'inspection, vous êtes mieux informé, si on peut le dire ainsi, par rapport aux réalités du terrain. Effectivement, aux réalités du terrain. Mais il faut d'abord dire que ce projet de loi va régler un problème d'équité. Ce projet de loi permettra aux Dara de bénéficier de subventions, de primes et d'appui. Dès que le Dara est autorisé, il peut bénéficier d'appui de l'État, des collectivités locales et même du WACF. Et même au-delà de cela, peut-être la prise en charge aussi des sortants, c'est-à-dire les diplômés, n'est-ce pas? Oui, en fait, ça c'est après, bien sûr. Parce que là, on parle de l'enfant qui est là, parce que c'est un processus, bien sûr. L'aboutissement, c'est reconnaître tout le monde. L'enfant qui, n'est-ce pas, qui sort, qui a son diplôme, qui n'est plus enfant, qui est ingénieur maintenant, de pouvoir, parce que c'est un problème. Les gens maîtrisent l'arabe comme une langue et ils ne sont pas considérés comme des professeurs, comme des juristes. Utilises l'arabe comme langue, tu es juriste au Sénégal, tu n'es pas considéré. Alors que c'est du potentiel à saisir. Voilà. Voilà. Peut-être un dernier mot, avant, rapidement. De répondre à une demande d'éducation d'un citoyen unique, imbu de valeurs, que sans discrimination. Les enfants qui sont issus de l'école classique, comme les enfants qui sont formés dans les Dara. Il n'y a pas d'enfants privés. Il peut y avoir des écoles privées, des daara privés, mais c'est tous des enfants du Sénégal. Et nous n'avons aucune responsabilité aussi grande que de les mettre dans de bonnes conditions, les permettre d'assurer leur avenir. Parce que c'est nos enfants. Donc aujourd'hui, je crois, avec l'adoption de ce projet de loi, vraiment les daara seront reconnus et ils vont bénéficier au même titre que les écoles privées de subventions, de primes et d'appui.
Voilà, nous sommes malheureusement au terme de cette première partie, comme je vous le dis. Mais restez avec nous, nous allons revenir tout de suite dans la seconde partie, mais cette fois-ci avec la Fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal, on en a parlé tout à l'heure avec le secrétaire général Adam Seck, et également la personne en charge du programme de modernisation des Dara. Je rappelle vos titres, vous étiez sur le plateau, sur votre casquette plutôt, donc pur produit du Dara. On vous remercie pour votre voilà, d'être passé sur le plateau. Merci. Voilà, et M. Kende également. Je rappelle que vous êtes au ministère de l'Éducation. L'inspection des Dara. Voilà. Merci. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie du débrief. Voilà, vous êtes dans la seconde partie du débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, et là nous avons deux autres invités. Il s'agit de M. Mamadou Mbodjouf, coordonnateur du programme de modernisation des Dara. Merci M. Diouf. Merci madame. Un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Le plaisir est partagé. Merci. Voilà. Avec lui également Imam Makhtar Seck, Adam Seck plutôt, il est le secrétaire général de la Fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal, si je l'ai bien dit ainsi. C'est ça, tout à fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Pour la réponse à l'invitation. Alors, où en est le processus de modernisation des Dara? Merci madame. Je voudrais d'abord indiquer que je suis le coordinateur du projet d'appui à la modernisation des Dara et pas le programme qui n'existe pas encore. Mais le processus en fait englobe plusieurs projets et surtout plusieurs interventions. Donc chaque intervention est caractéristique d'un bailleur bien déterminé. Il y a la Banque mondiale qui intervient avec le paquet Dara, il y a UNICEF qui intervient avec les Dara préscolaires, mais il y a surtout la Banque islamique de développement qui intervient à travers le projet d'appui à la modernisation des Dara, qui se trouve être la forme en tout cas d'intervention la plus aboutie, dans la mesure où il prend en compte aussi bien l'accès, la qualité que la gouvernance. Voilà, justement, nous l'avons évoqué dans la première partie déjà. De manière concrète, si vous pouvez nous dire en quoi consiste ce projet? Le projet consiste dans un premier temps déjà à améliorer l'accès par la construction de 64 Dara, 32 Dara non publics, donc ce sont des Dara traditionnels donc, qui seront modernisés, des Dara qui existent depuis peut-être plus de 5 siècles, voire 10 siècles. Ensuite, 32 Dara publics nouveaux qui seront construits. Le tout maintenant, les 64 seront construits dans 7 régions. C'est les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Kolda, Matam, Louga et Diourbel. La deuxième composante consiste dans l'amélioration des enseignements-apprentissages, avec pour la première fois l'élaboration d'un curriculum harmonisé des Dara modernes, donc qui vont, en tout cas, qui va mettre en œuvre des programmes nouveaux, donc qui seront conformes aux enseignements. Je précise juste que la particularité du Dara et que les enseignements tournent, ou en tout cas ce qui caractérise un Dara, c'est la mémorisation du Coran. Maintenant, en plus de la mémorisation du Coran et l'apprentissage des sciences religieuses, et particulièrement islamiques, on y ajoute des compétences de base du français et de l'arabe. Maintenant, tout cela, en tout cas pour ce qui concerne le modèle du PAMOD, s'articule sur un cursus de 8 années. L'enfant rentrant dans le Dara moderne à l'âge de 5 ans, il fait ces 3 premières années de mémorisation de la première partie du Coran. Uniquement que ça. À partir de la 4e et 5e année, il termine avec la deuxième partie du Coran, mais en même temps, il entame les enseignements du français niveau CI, CP et C1. En même temps que les... POCN2. C'est à partir de la 6e année, alors qu'il est déjà attesté avoir mémorisé le Coran. Donc il continue les enseignements classiques en français et de l'élémentaire et en arabe. Il fait le C2, CM1, CM2, ce qui fait qu'au terme de la 8e année, il aura 13 ans. Il aura le même profil de sortie que ses congénères de l'enseignement élémentaire, donc qui s'apprêtent à faire les examens d'état de l'entrée en 6e et du CFE. Donc il va concourir avec eux sur les mêmes
ils seront en fait ils seront examinés sur ils seront évalués en tout cas sur les mêmes activités, sur les mêmes cours, sur les mêmes leçons. Donc ce qui fait qu'à partir une fois que ce sortant du Dara aura réussi ses épreuves, ses examens d'état, il aura la possibilité donc d'embrasser les enseignements classiques du français, de l'enseignement moyen général, ou bien de choisir un enseignement bilingue franco-arabe, ou carrément embrasser un cursus professionnel d'apprentissage. Voilà, tout à l'heure vous avez même parlé de l'UNICEF qui, selon l'organisation, avec une étude qui date de 2014, 47% des enfants sénégalais en âge d'être scolarisés ne sont pas inscrits à l'école formelle. Donc nous supposons que ce pourcentage-là peut-être fréquente les écoles coraniques. Vous déjà, par rapport à votre organisation qui fédérait la majeure partie des daras du Sénégal, pensez-vous que cette modernisation pourra être combinée à la tradition religieuse? Je vous remercie, madame. Tout à fait, nous sommes côte à côte avec le ministère de l'Éducation nationale. Vous savez, la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques a réalisé d'avancées significatives par rapport à l'organisation et la gestion des daras depuis sa naissance. Mais nous travaillons côte à côte avec l'État du Sénégal, avec surtout particulièrement l'inspection des daras. C'est la raison pour laquelle nous sommes, en tout cas la fédération a bien contribué, surtout dans le processus, du début jusqu'à la récente, comment on appelle ça encore, l'adoption du projet de loi. Donc, en tout cas, pour ce qui concerne la fédération, qui englobe pratiquement près de 700 et quelques, 712 associations, quelque chose comme ça, mais ces associations-là, vous savez, il y a des daras qui étaient en voie de modernisation, mais la plupart de ces daras, c'est des daras traditionnels. Mais selon vous, comme je vous l'ai posé tout à l'heure, je reformule la question, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une combinaison entre le moderne et le traditionnel? Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est ce que nous... Les systèmes sont diamétralement... D'accord, sont presque totalement... Pas diamétralement, mais vous savez, la question de la modernisation des daras, c'est une question qu'on ne peut pas s'échapper. Parce que tout dara, par exemple, tous les responsables de dara, si vous leur demandez leur point de vue par rapport à cette modernisation des daras, mais ils disent tous que vraiment ils veulent moderniser leur dara. Mais peut-être ce sont les moyens ou bien l'absence de l'appui de l'État ou quelque chose comme ça qui leur font défaut. C'est pourquoi ils n'ont pas encore arrivé jusqu'à maintenant pour moderniser leur dara, mais ils sont tout à fait d'accord pour que vraiment qu'on modernise les daras, parce que c'est une question de changer l'environnement, de changer vraiment la méthodologie, ainsi de suite. C'est pour mieux vraiment servir l'enseignement du Coran. C'est pourquoi ils sont tout à fait d'accord vraiment pour moderniser ces daras. Donc on n'a pas de problème. Pour laquelle un consensus a été trouvé, parce que, excusez-moi, pour le premier projet qui avait déjà été adopté, le texte s'est heurté à une certaine opposition de certains maîtres coraniques. Mais actuellement, on sent cette volonté quand même des acteurs concernés d'aller vers cette modernisation-là proprement dite. C'est ça. Vous savez, si on remonte vraiment, ou bien on revisite l'histoire, parce que on avait signé avec le ministère de l'Éducation nationale un accord cadre dans un premier temps avant ce projet de loi. C'était un accord cadre qui essayait vraiment d'organiser ou bien de trouver des solutions au dara par rapport à l'organisation et même la gestion de manière vraiment beaucoup plus significative. C'est pourquoi à l'issue de cet accord cadre-là que nous avions transmis à nos bases, c'est-à-dire nos responsables qui se trouvent dans les départements, dans les coins, un peu partout au Sénégal,
après avoir étudié cet accord cadre-là, ils ont donné leur point de vue et finalement on a trouvé cet accord-là avec les... C'est à partir de cet accord-là, si vous voyez, si vous avez par exemple, si vous avez revu par exemple cet accord-là, vous verrez que beaucoup de points se trouvent dans ce projet de loi. Donc c'était un début qu'on devrait vraiment finaliser, mais qui va devenir par exemple une loi. Bon, c'est pourquoi lorsque la loi est sortie, bon, il y avait un temps qu'on avait une rupture, nous en tant que la fédération, avec les responsables d'alors, qui gérait l'inspection des Dara. C'est pourquoi nous étions pratiquement absents dans le processus. Mais après l'arrivée de M. Sambou, qui nous a vraiment inclus dedans, et puis nous implique dans beaucoup de rencontres et consorts comme ça, alors on a tombé d'accord avec ce projet-là. Au début, peut-être, on l'avait rejeté, mais le rejet... Mais vous avez mieux compris le texte. Voilà, c'est ça. Il y avait des points qu'on n'avait pas tombé d'accord, voilà, c'était des points de divergence, mais finalement, après avoir l'étudié ensemble et recadré certains points, on a tombé d'accord que vraiment, si on veut vraiment que ces daras-là s'améliorent, voilà, soient aux normes, et puis qu'on respecte vraiment tout ce qui s'ensuit, il faut que ce projet-là soit voté à l'Assemblée nationale. Alors, M. Diouf, on peut dire que ce projet est déjà sur la bonne voie, avec déjà ce consensus trouvé, mais il faudrait dire aussi que cette transition ne sera pas tout à fait chose facile à faire, déjà sur le point de la formation même des imams pour qu'ils puissent s'adapter aux nouveaux paramètres. Je tenais d'abord à préciser, parce que j'ai cru comprendre que vous parliez d'une première version donc, du projet de loi qui aurait été rejeté. Je crois qu'il n'y a pas eu de première version. Non, en fait, je ne disais pas la première version, je disais cette première intention qu'avait le gouvernement du Sénégal de moderniser les daras. Bon, il y a une opposition de certains maîtres coraniques, comme on vient de le dire là tout à l'heure. Là, c'est plus clair. Voilà. Effectivement, c'était un processus. À un moment donné, l'autorité, à savoir le ministre de l'Éducation nationale et le président de la République, ont jugé utile de demander aux différents protagonistes, aux différentes parties prenantes, donc d'élargir et de rendre les discussions beaucoup plus inclusives et s'assurer de la participation de tous les acteurs. Donc, ce qui fait que ça a duré, le processus a davantage duré, mais au final, je crois, comme l'a dit l'imam Adama Seck de la fédération, bon, tout le monde s'est retrouvé autour de la table. On a eu une validation sociale dans un premier temps. Les familles maraboutiques l'ont adopté, les maîtres coraniques, les écoles coraniques, donc tous les acteurs sont finalement tombés d'accord donc, pour valider ce projet de loi-là. Ce qui est très important pour avancer. Mais bien sûr, je crois qu'il le fallait, parce que dès lors que c'est déjà un sous-secteur assez sensible, parce qu'il faut voir un peu, si on remonte à l'histoire de l'école, de l'enseignement coranique au Sénégal, et je crois que ça remonte plus loin d'ailleurs que l'école française classique, mais ça a été toujours un secteur qui a été laissé en rade, non pas par faute de manque de volonté de la part de l'État, mais du fait de la complexité donc, de ce milieu. Et j'en veux pour preuve une ville comme Touba. Donc c'est la ville, en tout cas... qui bénéficie d'un statut assez particulier au Sénégal. Donc la confrérie mouride. Et je crois qu'à ce jour, il n'y a pas d'école française à Touba. Mais... l'idée de la modernisation des daras vient du fait que il y avait une problématique qui était là, qu'il fallait résoudre, à savoir les débouchés pour ce grand nombre d'enfants pour qui les parents avaient opté pour l'enseignement coranique au préalable avant de penser faire autre chose dans leur vie. Malheureusement, l'enseignement coranique n'étant pas formalisé, une fois terminée donc, la mémorisation du Coran, les sortants n'avaient plus d'autres aptitudes. Ce qui fait qu'il y avait un problème de débouché qui se posait. Ils n'avaient que deux options. Soit
se retrouver à apprendre à faire l'apprentissage de petits métiers, aller faire du marchand ambulant ou penser à immigrer. Maintenant, avec la modernisation, on intègre les enseignements classiques du français et de l'arabe pour leur permettre qu'une fois terminée la mémorisation du Coran, qu'ils puissent se trouver au même niveau du point de vue de l'évolution de leur cursus que les élèves de l'école classique. Et au bout du compte, ils peuvent se retrouver avec les mêmes filières professionnelles. Donc ils peuvent devenir des médecins, des docteurs, enfin des journalistes et autres, ce qui n'était jusqu'à présent pas le cas. Parce que j'allais en venir, c'est très important quand même d'expliquer, parce que peut-être les protagonistes, ils sont au courant, ils savent ce qui se passe, mais peut-être ce parent qui ne sait pas ce qu'est la modernisation des daras, qui en entend parler, je pense que c'est l'occasion quand même de leur expliquer, parce que la communication, elle est essentielle. Il faudrait qu'eux aussi, ils sachent ce qui se passe, parce qu'en général, leurs enfants, ils ont leur diplôme en arabe, mais ils n'ont pas de débouché. Il faudrait leur expliquer la modernisation du dara en tant que tel, quels sont les paramètres et aussi les avantages pour qu'ils puissent comprendre, et surtout avec cette émission-là. Oui, je crois qu'en fait, l'avantage fondamental est que ces enfants qui optaient, pour lesquels les parents optaient pour l'enseignement religieux et surtout coranique, avec la modernisation, ils ont la possibilité et de mémoriser le Coran, ensuite de poursuivre leurs études au même titre que leurs congénères pour qui les parents ont choisi l'école classique française, comme vous et moi, avec tout ce que ça comporte comme avantage de déboucher. Maintenant, les parents ont compris, parce que aussi il faut reconnaître que l'éducation est un devoir pour que l'État prenne ça en charge. Mais le parent a la liberté conformément aux droits de l'enfant de choisir le type d'éducation qu'il destine à son enfant. Au Sénégal, qui a 95% contre 95% de musulmans, la plupart des familles optent, ou en tout cas ont à cœur de vouloir en tout cas faire de sorte que leurs enfants débutent par l'enseignement coranique et au moins puissent bien pratiquer leur religion. Ça c'est toujours le préalable. Une fois cela terminé, il y en a qui sortent leurs enfants de l'école coranique pour les intégrer dans les écoles françaises pour leur permettre de leur assurer un avenir professionnel. Par contre, d'autres gardent ou maintiennent leurs enfants dans l'école coranique. Malheureusement, là, les options sont très réduites en termes de débouchés. Pour la plupart du temps, ils restent éternellement dans le dara pour devenir de futurs maîtres coraniques, de futurs imams, ou des marabouts. Bon, à la limite, ils quittent carrément l'école coranique après avoir mémorisé ou partiellement mémorisé pour aller trouver un métier professionnel ou aller faire du commerce ou aller émigrer. Maintenant, l'avantage avec la modernisation est que le cadre du dara est bien assaini, intégré dans le système éducatif officiel et formel, ce qui fait que, aussi bien pour ce qui est des diplômes, que ce soit le BFM, l'entrée en sixième, que le bac, tout cela sera formalisé parce que dans un passé récent, pour ce qui est de l'enseignement, surtout franco-arabe, il y avait une foultitude d'écoles qui délivraient des diplômes de bac. Sinon, c'est des élèves qui allaient étudier au Soudan ou dans d'autres pays qui revenaient. Mais finalement, avec ce processus et cette intention de moderniser, l'État a finalement donc réuni tous les acteurs pour décider que maintenant il y a un bac arabe officiel et un seul. Il n'appartiendra plus à chaque établissement d'établir son propre bac. Donc ce sera un peu à l'image du bac français. Et de ce fait, on va aller vers une harmonisation du diplôme. Donc qui permettra à ces sortants des daras d'intégrer aussi bien les universités nationales que les universités en dehors du pays. Ce qui est bon à savoir, n'est-ce pas, Imam? Tout à fait. En tout cas, nous, ce que nous constatons en tant que des acteurs, que l'État du Sénégal est en train vraiment d'établir, c'est-à-dire de corriger une injustice qui a longuement vraiment duré. Surtout au niveau le fait que certains citoyens musulmans qui optaient vraiment pour leurs enfants apprennent vraiment le Coran. Alors, c'est à partir de maintenant que nous avons vu vraiment que nous sommes associés. Nous sommes trouvés comme des parties prenantes dans le processus. Comme vient de le dire monsieur le coordonnateur Mbouy, au début,
vraiment, il y avait pas... certains parents n'avaient même pas... ne voulaient même pas vraiment laisser leurs enfants continuer vraiment leurs études au Dara. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de débauche après avoir terminé leurs études coraniques. Bon, finalement, ils cherchent un peu partout. Vraiment, qu'est-ce que leurs enfants vraiment vont devenir? Ce qui est sur le point d'être résolu maintenant. C'est ce qui est au point d'être résolu, surtout par rapport à ce projet de loi. C'est pourquoi nous avons toujours insisté pour que vraiment cette loi-là soit votée. À l'Assemblée. Déjà, les députés devraient bientôt se pencher là-dessus. Tout à fait. Il y a une vieille revendication au niveau des maîtres coraniques, parce qu'on avait l'habitude de dire que l'État ne nous a pas impliqués dans le budget du ministère de l'Éducation nationale jusqu'à maintenant. Mais c'est un devoir pour l'État de faire. C'est un devoir, mais c'est un processus. C'est un long processus, mais Dieu merci, on vient vraiment de franchir vraiment un grand pas. Assez important pour vraiment essayer de résoudre tous ces problèmes-là. Avec le temps, Inch'Allah, on espère bien que ça va vraiment changer dans beaucoup de domaines du point de vue de l'environnement, même de l'enseignement de qualité au niveau des daras, ainsi de suite. Donc, en tout cas, on espère bien que avec cette loi-là, avec surtout le processus que l'État du Sénégal a entamé, vraiment, en tout cas, on espère bien que ça va devenir comment on appelle ça encore, ça va devenir mieux, quoi. C'est ça. Les choses vont s'améliorer. Mais surtout, il a aussi parlé du cadre juridique. Voilà. C'est aussi des choses à revoir. C'est vrai que le processus ne sera pas facile, mais il faudrait quand même formaliser. Et également, cet encadrement des maîtres coraniques. Il le faut. C'est tout. Et à votre niveau, quels sont les actes que vous êtes en train de mettre en place pour déjà vous préparer? Nous menons actuellement, au moment où je vous parle, une campagne de sensibilisation par rapport à ce projet de loi-là. Parce qu'il y avait des intoxications qui venaient vraiment de quelque part, pour dire que vraiment l'État a collaboré avec la fédération et certains acteurs, alors pour essayer de gâcher les daras comme ça, ou bien de les transformer comme des écoles classiques, ainsi de suite, alors que c'est archi faux. Nous, à notre niveau, au niveau de la fédération, nous avons touché tous nos responsables de la base, à partir de la commune, de tous les communes. Et on a des responsables là-bas, on les a informés que vraiment ce projet de loi-là est venu à son heure, parce que nous l'avions toujours réclamé. Nous l'avions toujours réclamé pour que la part vraiment des écoles coraniques alors soit allouée au Dara, ou bien en tout cas qu'ils commencent vraiment à se sentir que ils font partie désormais vraiment du système. Mais si ce n'était pas cette loi-là, ça serait un peu difficile. Alors on aurait bénéficié des appuis ou quelque chose comme ça, mais si ça devient vraiment une loi, alors dans ce cas, on espère beaucoup mieux que ce qu'il était comme ça. Donc, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous menons actuellement des campagnes de sensibilisation. Ce qui est très important sur le terrain. Surtout ça, au niveau des acteurs. Et vous, par rapport de votre côté, quels sont ces actes que vous posez? Oui, en fait, nous, comme je l'ai dit tantôt, le projet intervient sur plusieurs volets, particulièrement par rapport à l'encadrement de ces enseignants. Surtout par rapport à l'encadrement des maîtres coraniques. Nous formons les enseignants, donc les maîtres coraniques, les enseignants français et en arabe qui interviennent dans ces daras modernes. En plus de cela aussi, nous formons les inspecteurs qui sont chargés de les encadrer, de même que les directeurs nouveaux qui sont recrutés nouvellement, donc pour pouvoir gérer administrativement ces daras. Donc nous pourvoyons
à la formation donc, de toutes ces catégories donc, d'intervenants au niveau de ces daara. Surtout pour qu'ils répondent aux normes. Ah, mais bien sûr, parce qu'en fait, l'avantage de la formalisation, comme il l'a dit, il faut juste avoir à l'idée que l'informel, donc la formalisation plutôt, vient régler un problème de la précarité donc, qui prévalait dans ces daara-là. C'est-à-dire l'État, une fois que ce projet de loi adopté, pourra maintenant intégrer ces daara dans le cadre de l'appui à l'initiative privée, comme le sont les écoles et instituts donc, de formation privée. Donc ces daara traditionnels, donc, qui sont en quelque sorte privés, peuvent être pris en compte dans le budget de l'État. En même temps, ils peuvent être aussi pris en compte dans le cadre de projets comme le nôtre. Je m'en vais d'ailleurs préciser que pour ce qui est de la pérennisation du financement du processus de modernisation des daara, dans le cadre du projet d'appui à la modernisation des daara, le PAMOD, il est prévu l'institution d'un WAF. Le WAF, c'est une fondation d'obédience islamique donc, qui aura vocation donc, de mettre en place un immeuble à usage locatif en centre-ville. Les produits générés par cet immeuble-là seront réinjectés dans les daara. Et je précise juste que d'ailleurs pour la gestion ou pour le management donc de ce WAF-là, une haute autorité du WAF a été mise en place, une directrice et un conseil de surveillance mis en place. Et tout cela pour vous dire que l'État s'inscrit dans une dynamique à longue durée. Donc pour s'assurer que ce processus, une fois démarré, ne s'arrêtera à mi-chemin faute de moyens. Parce que je ne peux pas ne pas en parler. Les daara, pour certains, sont un peu pourvoyeurs de talibés. En général, nous, les daara avec lesquels nous travaillons, les talibés, ou en tout cas les apprenants, sont dans les daara et ils sont pris en charge là-bas. Mais à terme... Que l'école publique. Oui, mais à terme, parce que, en fait, les déclarants responsables peuvent être confrontés à un problème de moyens. Mais avec cet appui qui est devenu maintenant institutionnalisé, nous pensons maintenant régler ce problème de précarité et ce problème donc de défaut de moyens. Ce qui est très important. Alors rapidement, nous sommes arrivés nous sommes à 30 secondes de la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, tout à fait. En tout cas, on confirme ce qu'il vient de dire parce que l'État, en tout cas, ce que nous avons constaté tous, nous en tant qu'acteurs des daara, que vraiment le ministère est en train d'exécuter vraiment de réaliser surtout des résultats. Voilà, c'est ça. De réaliser des résultats qu'on attendait sur eux. Et espérons que ça va continuer. Oui, bien sûr, ça va continuer parce que nous sommes inclus dedans. Donc c'est pourquoi tout le processus, on va le suivre avec eux. Comme ça, on va travailler ensemble côte à côte. Inch'Allah, nous le suivrons avec vous. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Féliciter de la collaboration de tout ce qu'il y a comme acteurs et notamment la fédération qui nous aide beaucoup et surtout qui intervient notamment dans le volet communication et sensibilisation. Ça nous a permis de bien avancer, donc, en tout cas dans cette sensibilisation en direction de l'opinion. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est vrai, il a parlé de sensibilisation, ce qui est très essentiel, surtout pour permettre aux différents acteurs de bien comprendre ce projet au bénéfice de toute la nation, parce que la nation, son avenir dépend de ses enfants, c'est-à-dire les jeunes. C'est la fin de ce débrief. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief sur Médian TV Afrique.